merci de nous recevoir dans votre patelin. On a célébré récemment les 50 ans de l'expédition de l'aventure humaine sur la Lune. On a dit, tiens, on va aller marcher sur la Lune, et l'humanité a eu le génie, le talent de s'y rendre. Vous avez accordé tout au long de votre carrière beaucoup d'importance à la terre où on vit, à la maison qu'on habite. Aujourd'hui, il faut prendre soin de notre maison. Il y a des gens qui savent faire, il y a des artisans, il y a des entrepreneurs qui, dans Écosphère, partagent leur savoir-faire, invitent les gens à changer leurs habitudes, à prendre des meilleures habitudes, à se changer pour changer le monde, pour s'assurer que la maison va être bien protégée. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. Aller sur la Lune pour les milliardaires aujourd'hui et avoir négligé pour Trump d'aller sur la Terre. C'est scandaleux, c'est très inquiétant, mais aller sur la Lune pour y avoir été, parce qu'il ne nous dit pas pourquoi il veut aller sur la Lune. On ne sait pas. C'est pour dépenser de l'argent qui serait tellement investissable ailleurs. Puis de l'argent, comment un homme dans sa vie arrive à posséder autant? Et pourquoi? Pour se réaliser lui-même? Pour ne devenir que son avoir et laisser son être disparaître? Quel regard Gilles Vigneault, à 90 ans, porte sur l'évolution de ce monde-là depuis les années 50-60? Je suis obligé de porter le regard de celui qui rêvait, comme toi, comme beaucoup de monde, de transformer le monde et qui n'a pas réussi à le transformer autant qu'on espérait, même à peu près pas du tout. Et à 90 ans, on se dit, ben, si je n'ai pas réussi plus en 80 ans, ben, il me reste quelques mois ou quelques années pour faire mieux. Hein? Il y a eu un progrès évident. De votre vivant, vous avez constaté une évolution, un progrès remarquable. Et c'est pas moi qui l'a fait arriver. J'ai constaté ça aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce progrès-là, il y a aussi une incidence qui est celle de la dégradation du monde dans lequel on vit. Ouais. Il me semble qu'on devrait avoir compris, par-dessus les religions, que la guerre n'est pas une solution. Du moins, n'est pas une solution durable. Et c'est épisodique, et c'est une solution qui fait toujours plus de mal que de bien aux pauvres humains qui, après nous, vivaient. Comment vous voyez la suite du monde au moment où, aujourd'hui, les jeunes prennent la rue, les étudiants prennent la rue en disant « il faut répondre à une urgence qui est celle du climat. On a un effort de guerre à faire. » Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là? Je vois la suite du monde dans leur tête et dans leurs mains, les jeunes. On a de plus en plus de jeunes qui espèrent et qui vont peut-être réussir à sauver le monde. Et il y en a un, par exemple, qui dernièrement est devenu astronaute. Ben, dernièrement, il a commencé avant, est devenu astronaute. Bon, Saint-Jacques. Et une des phrases qu'il a dites dans sa conférence récente, qui m'a touché, qui m'a ému beaucoup, c'est qu'il a trouvé la Terre tellement belle que la réflexion que ça y a apporté, on lui a posé la question, c'est qu'il faut à tout prix se dépêcher d'en prendre soin. En 1966, j'ai écrit une chanson dont je ne savais pas très bien la porter, mais dont j'espérais la porter, mais qu'elle soit apportée aux jeunes et qu'ils la trouvent intéressante.
et c'était... c'est le temps. C'est le temps d'écouter la rivière, tant qu'il reste de l'eau dans l'air, tant qu'il reste de l'air dans l'eau. Alors, je croyais avoir dit quelque chose et j'étais content. Et je constate que ça n'a pas beaucoup changé, mais ça a aidé à des jeunes à réfléchir en se demandant qu'est-ce qu'il a voulu dire là. Puis, à un moment donné, on a des notions de H2O et de deux ou trois petites notions comme ça d'histoire naturelle et de chimie. Et on dit, ah, c'est ça, ça prend de l'air dans l'eau, puis ça prend de l'eau dans l'air. Ah, ouais, eh bien... Tu sais, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est à quel point la science nous instruit. La poésie nous instruit. La poésie nous a portés, nous a ouvert le cœur et l'esprit. Et pourtant, on sent que notre monde est dominé par des gens qui décident souvent à la place de la science, de la connaissance et de la poésie, au nom d'autres lois qui avilissent, qui dégradent notre monde. Ouais. Comment convaincre, M. Vigneault? Comment opérer ce changement dont vous parlez, cette nécessité de se changer pour changer les choses? Comment convaincre? Vraiment, je ne sais pas. Si on ne cherche pas, on est certain de ne pas trouver. Donc, c'est très, très simple, très primaire, ce que je dis là. À peu près tout ce que je dis est assez simple et très primaire. Mais il faut aller au primaire pour découvrir le monde et pour se découvrir et pour arriver à se changer la manière de penser. Donc, chercher. Et la démarche de l'esprit pour trouver un moyen. Comme si on était perdu en forêt, qu'est-ce que je trouve pour me retrouver? Mais dans le monde aujourd'hui, c'est tellement complexifié parce qu'on n'a pas misé assez sur le simple. Le simple, c'est la difficulté. Par exemple, en poésie, le simple, c'est le monosyllabe. La colonne vertébrale de toute espèce de texte. Parce que dans les monosyllabes, vous avez la vie, la mort. La communication, très précieuse, c'est la monnaie véritable d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'échange de la connaissance. C'est qu'aujourd'hui, tout ça est tellement complexifié que revenir au simple est très difficile pour les jeunes qui apprennent tout de suite la complexification. Mais apprendre le simple, c'est apprendre que le froid, le chaud, le laid, LAID, le beau, l'œil, le nez, la dent, la main, le doigt, le cœur, le cou, la tête, etc. La vue, les sens, tout ce qu'on peut dire avec les monosyllabes, c'est obligatoirement aller vers la simplicité. Donc, et la simplicité, c'est pas du tout la facilité. Ça, c'est complexe. Oui. Il y a un phénomène nouveau là, auquel moi, que je rencontre depuis quelques mois, depuis un certain temps. On nous parle chez les jeunes, un phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété. L'inquiétude par rapport à l'environnement. Oui. Il y a, devant la complexité de la solution... Et la complexité du monde. Il y a une angoisse qui crée et il y a un grand sentiment de peur, d'inquiétude et d'impuissance. Si vous aviez un message d'espoir à dire à ces jeunes qui sont inquiets pour la suite du monde... Je dirais, n'ayez pas peur. La peur, c'est l'étranger. Et mon vieux professeur, il me flattait beaucoup en me disant, vous autres les poètes, vous êtes les veilleurs. Vous guettez ce qui va arriver. Vous êtes censé être capable de nous dire ce qui va se produire. Et vous n'avez pas peur, ni peur de le voir, ni peur de le dire. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la peur?
qu'est-ce que c'est que le danger? Par exemple, pour l'immigration, l'ennemi, c'est la peur. C'est la peur de l'autre. Et on ne considère pas la peur de celui ou de celle qui s'en vient, à qui Trump dit dernièrement, le président des États-Unis, dit « Retournez dans votre pays. Si vous n'êtes pas contente ici, vous haïssez l'Amérique. » C'est d'une gaucherie, d'une bêtise, mais d'une astuce absolument terrible. Dans la réflexion qu'on fait dans notre rapport au bouleversement climatique, à l'environnement, on identifie deux sources de peur importantes. La trop grande production et la trop grande consommation qu'on fait des ressources du monde. Vous évoquiez là, cette présence du poète dans la nuit comme un veilleur. Qu'est-ce qui peut guider la jeunesse? Qu'est-ce qui peut guider les générations pour la suite du monde au milieu de ce maelstrom ou de cette nuit-là? Vous ne vous attendez pas à ce que je dise la poésie. Vous avez bien raison, Dominique. La poésie peut vous amener chez Einstein, qui disait « Celui qui a posé une bonne question a plus fait pour le monde que celui ou celle qui a prétendu y répondre. » Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, j'aimerais vous entendre là, dans cette brume où on erre. Ah, j'aimerais moi aussi m'entendre dire quelque chose de sensé. J'aimerais vous entendre sur une grande source de peur, une grande source pour moi justement de cette complexité-là, de cette inquiétude-là. C'est cette potion magique qui nous a rendus si rapides, si puissants, appelée le pétrole et le gaz, qui ont modifié nos vies. Vous parlez de changement. Le pétrole et le gaz arrivent dans l'histoire de l'humanité et nous propulsent. On est capable de voyager, de produire, de déplacer des montagnes. Ça semble a priori nous donner une force fabuleuse, un sérieux coup de main. Et aujourd'hui, c'est devenu l'agent d'une grande inquiétude parce que c'est le premier responsable de la dégradation de notre monde. D'abord, j'ai commencé par croire en moi, à croire que je pouvais avancer, que je pouvais croître. J'ai planté l'an passé un petit arbre haut de même, qui n'était même pas gros comme ça, un fouet, un brin de foin. Un humain qui va sur la Lune pour aller voir la Terre d'en haut. Ça, c'est précieux aussi. C'est pas plus précieux que mon arbre, mais c'est précieux. Alors, croire, pour moi, c'est une espèce de dynamo immortel. Croire en soi, puis croire en celui de plus que moi que je m'efforce d'être, puis croire dans les autres. Par exemple, moi, ce matin, je viens ici te parler, répondre à tes questions mal, mais de mon mieux, et je viens parce que je crois en ce que tu fais. C'est directement lié à ma foi, donc croire en l'autre, croire en l'humanité, puis après ça, si quelqu'un souhaite privément, pour lui-même, pour soi-même, croire en quelque chose, avoir une foi plus dans les hauteurs, plus audacieuse, et croire dans l'invisible, dans l'inconnu, dans l'incertain. Comme par exemple, il y a un jeune savant, je crois, qui a dit, il y a des solutions plus simples que la taxe du carbone et pour sauver la Terre. C'est de planter 7 milliards d'arbres. Moi, je trouve ça génial. Ça sort d'un esprit d'aujourd'hui. Comment ça se fait que depuis qu'on s'aperçoit qu'il y a des changements climatiques, personne n'a pensé à ça encore? C'est-à-dire que 7 milliards d'arbres compenseraient pour le carbone qui est émis par 7 milliards d'humains. Alors la science aujourd'hui, elle nous dit, les scientifiques par milliers, il y a à peine un an, sont sortis ensemble de leur devoir de réserve pour nous dire, il nous reste 10 ans pour agir.
Ouais. à l'échelle du monde, sous peine de catastrophes Ouais. qui peuvent nous donner toute Majeur, une puis secousse. ils commencent les catastrophes. Alors, d'où vous tirez votre optimisme en réponse à si on croit dans la science nous interpelle, nous dit qu'il y a un effort de guerre à faire. Je tire mon optimisme de la jeunesse, qui n'est plus la mienne, mais que je reconnais. Dans la jeunesse, il y a des pouvoirs et des possibilités énormes qu'elle ne sait pas en général, qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a parfois aucune notion. Mais il y a là un dynamo extraordinaire qu'il s'agit pour elle-même d'exploiter, d'aller voir en dedans d'eux-mêmes. Est-ce que j'ai envie que la Terre disparaisse et que le monde commence à s'engloutir dans les catastrophes? Non. Ben alors, il faut faire quelque chose. Ben alors, réveillez-vous, réveillons-nous, réveillez-moi. Un jeune homme savant, qui est fils de cultivateur, a intérêt à s'informer de son père et de ce que son père fait et sait faire. J'ai planté une dizaine de milliers d'arbres avec ma femme, et ma femme en a planté plus que moi d'ailleurs, et avec un monsieur Saint-Pierre qui nous aidait, et on a planté cette année-là, moi je courais je courais les tournées puis les spectacles, puis ils ont planté 17 000 arbres. Je considère qu'il y en a poussé 7 000, mais c'est énorme. Et pas l'année dernière, mais il y a une dizaine d'années, dans un bois qui a maintenant 40 ans, mêlé de toutes ces espèces d'essence, sans voir, comme la forêt, comme la vraie forêt, eh bien, il y a une maman chevreuil qui nous a fait l'hommage de venir avec son petit passer l'été là, il y a une dizaine d'années. Bon, ça a changé parce qu'elle a été courue, peut-être, elle a été écorniflée par les jeunes qui trouvaient ça intéressant, avec raison, je comprends. Et puis, elle n'est pas revenue. Mais ça veut dire que on avait planté une petite forêt. Puis j'ai connu Frédéric Bach, avec l'homme qui plantait des arbres, et j'ai trouvé ça passionnant, son aventure. Et son aventure dure aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes qui voient ça, ou qui lisent son livre, et qui disent « Pourquoi pas moi? Je suis capable. J'y vais. J'ai pas peur. J'ai pas peur de l'arbre. » Avec raison. L'arbre a peur de moi. Frédéric Bach, ça a changé ma vie. Ce film-là et cette question-là, est-ce que je vais perdre ma peine? Est-ce que je perds mon temps à planter un chêne? Moi, j'ai planté, je pense, peut-être 10 000 chênes depuis 20 ans. Ah oui? Oui. Ben moi, inspiré par 400, cette chanson-là et ce film-là. J'ajoute mes 400 à tes 10 000. Puis imagine qu'il y en a. Le monde là-dessus. Imagine qu'il y a 10 000 jeunes qui entendent ça, et là-dessus, il y a 1000 poètes qui décident « Oh, moi aussi, je vais planter des arbres. » C'est ça qu'il faut inculquer. J'ai envie de vous amener sur le terrain parce que ça me préoccupe. Il y a présentement des jeunes à Saguenay, des jeunes en Abitibi. Je suis allé à leur rencontre à Tadoussac il y a 1 mois. Ils ont descendu la rivière Aricana en Gaspésie il y a 2 semaines. Ils ont le complexe d'Astérix. Ils essaient de se comporter en irréductibles qui vont résister en envahisseurs. Il y a un gros projet de gazoduc qu'on veut faire passer de l'Ontario à travers l'Abitibi pour l'amener jusqu'au Saguenay. N'est-ce pas? Pour transformer le gaz naturel en gaz liquéfié qu'on veut ensuite transporter sur des super méthaniers pour l'envoyer jusqu'en Chine pour faire de la grosse business. J'aimerais ça vous entendre sur... C'est quoi votre rapport à ce projet? Quand vous voyez ça, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour répondre à cet envahissement? Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour répondre à ça. D'abord, ils peuvent commencer par le dire. Ça finit par impressionner la parole. Alors, j'ai une question là-dessus. OK? La science nous informe. Oui.
vous, moi, en général, on est informés. On peut. On est au courant. Pour peu qu'on s'informe. On peut si on veut, si on s'informe aussi. Depuis des mois, des années, on nous dit la combustion du carbone dans l'atmosphère liée au pétrole et au gaz est mortifère. Ça dégrade notre monde. On le sait. Mais par ailleurs, on continue de s'y enfoncer. Ouais. Alors là, tout à coup, des jeunes disent non, on n'en veut pas de ce pain-là, on n'en veut pas de ce gaz-là, on n'en veut pas de ce pétrole-là. Et pourtant, il y a un défi là qui semble insurmontable. Qui semble insurmontable. Alors, il s'agit de faire élire des gens qui vont croire à la possibilité de surmonter ces défis-là. Ces défis-là, parce qu'il y en a plusieurs. On ne parle pas beaucoup encore de la pénurie future, mais pas si éloignée, d'eau. Si vous dites, bon, on va élire, on va parler, on va élire, ou on va se faire élire, ou élire, ou faire élire. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un blocage présentement dans cette démocratie qui est au service de ceux qui ont un intérêt à tirer de l'exploitation indue du pétrole et du gaz, qui fait que l'inquiétude, elle est légitimée, elle est réelle. Les jeunes présentement disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les jeunes doivent croire dans la possibilité qu'ils ont de menacer un gouvernement de ne pas l'élire. Un électeur qui a aujourd'hui 16 ans, il est en passe de causer des ennuis à ce qui s'en vient, aux politiciens qui s'en viennent. Commencez par douter des savants qui nous disent leur vérité de leur mieux. Ils ont travaillé pendant 30 ans d'études. C'est de l'ouvrage en sacrement, 30 ans d'études. Dans ces domaines-là, pour moi, c'est effrayant. Mais 30 ans d'études pour aboutir à une conclusion, moi, il y a une chose que je sais, vous vous trompez. Vous faites erreur et vous vous en allez à la catastrophe. Mais si un pompier vient me dire que dans ma maison, j'ai 4 dangers de feu et que je risque de passer au feu et d'y rester moi-même, il va me déranger, je vais l'écouter et je vais peut-être commencer à changer des choses dans ma maison. Merci, M. Mignot. C'est une belle conclusion. Je pense que je vais apporter ça aux jeunes qui s'organisent au Saguenay comme un message de quelqu'un qui a vu mouiller, qui a vu l'eau couler, qui a vu passer. Vous êtes encore optimiste. C'est admirable de voir à quel point vous avez encore la tête vraiment, l'esprit clair, tourné vers l'avenir, vers la lumière, vers la clarté. T'as failli dire dans les nuages? J'ai failli dire dans les nuages. Oui. Mais en pelletant des nuages, il finit toujours par y avoir des éclaircies. Moi, s'il y a une foi que j'ai, c'est celle de pelleter des nuages. J'ai pas de doute là, sur la valeur de ça. Aujourd'hui, on sait à quel point le monde, l'univers est grandiose. Ce qu'on ne sait pas, c'est prendre soin de sa maison. Et au lieu de prendre soin de sa maison, on cherche une maison ailleurs qui serait à quelques années-lumière de la Terre et qui ne garantit rien, où il n'y a aucune garantie de survie ou de possibilité d'air et d'eau, etc. On cherche une maison. On met beaucoup d'argent à chercher une maison. Au lieu de prendre soin tout de suite de la maison qu'on a, qui est un vaisseau spatial absolument admirable. On ne trouvera pas mieux demain. Il faudra transformer d'abord l'homme, l'humanité, avant d'aller vivre là. Je ne veux pas être pessimiste
par rapport à ça, je trouve que la recherche et la connaissance du monde, c'est extraordinaire. C'est tout ce qu'il faut pour nous faire réfléchir à la beauté de la maison que nous habitons toujours, que nous avons depuis toujours le privilège d'habiter, depuis 3 ou 4 millions d'années, et que nous nous apprêtons à laisser tomber en ruine. Il faut croire en soi, mais croire en sa maison. Sans quoi, on est dehors, à la merci de toutes les intempéries.